Bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale en partenariat avec Lyon Pôle Bourse autour des belles entreprises de cette région, cotées en bourse. À l'heure où le divorce entre les Français et la bourse se confirme, le nombre d'actionnaires individuels a chuté de plus de 2 millions en moins de 4 ans. Nous avons voulu prendre le temps de nous intéresser aux entreprises cotées de cette région, des valeurs dites moyennes, des entreprises de taille intermédiaire, des sociétés en plein essor international et qui innovent, bref, des entreprises en croissance qui gagnent des parts de marché, lancent de nouveaux produits et pour qui la bourse s'est révélée plus qu'utile. 2 plateaux vont se succéder avec autant de chefs d'entreprise et d'autres encore qui interviendront dans le public. Nous écouterons aussi un gérant de bourse, une analyste financière. Tout de suite, je vous présente nos premiers invités. Et tout d'abord, Jean-Baptiste Bosson. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Lyon Pôle Bourse et le PDG de PSB Industrie. Et merci d'être avec nous. Éric Jacquet, le PDG de Jacquet Metal Services. Bonjour. Guy Chifflot, le PDG d'Orapi. Bonjour. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Et Thierry Rouquet, le PDG d'Arcoun Network Security. Bonjour. Voilà, et nos chefs d'entreprise ont apporté un certain nombre de leurs produits. Alors tout de suite, pour commencer, Jean-Baptiste Bosson, peut-être rappelez-nous ce qu'est Lyon Pôle Bourse et pourquoi cette association a vu le jour. Lyon a un vieil historique boursier avec le palais de la bourse que tout le monde connaît, avec Roger Michaud, Régis Delagrevole, Martine Collonges, tout l'historique de lyonnais. Et il y a 2 ans, sous l'impulsion de Lyon Pôle Bourse et de Marcel Deruy, sous l'impulsion de Lyon Place Financière et Tertiaire, s'est créé Lyon Pôle Bourse, avec pour but d'animer le réseau des entreprises locales, de faire vivre cet écosystème boursier important et de participer à la formation, de créer des ateliers de formation, de faire des opérations de rencontres de dirigeants d'entreprises pour qu'ils se connaissent. Nous organisons une université d'été avec Nice Euronext qui est notre partenaire dans ces opérations. Et donc, le but, c'est aussi de faire venir de nouvelles entreprises en bourse et de parrainer les chefs d'entreprise qui rejoignent les bourses. Voilà, montrer que cette place boursière financière elle existe bien toujours à Lyon oui, et que ce sont ces chefs d'entreprise cotés qui se mobilisent pour la faire vivre. En fait, il y a très peu d'entreprises cotées en France. 1% d'entreprises cotées, c'est beaucoup trop peu. D'autant plus qu'une étude récente, l'année dernière, d'un observatoire qui a été créé à l'occasion et qui publiera sa 2e étude bientôt, montre que les entreprises cotées se développent plus que les autres, ont 2 fois plus de chances de devenir une ETI, ce que tout le monde voudrait devenir aujourd'hui, une entreprise de taille intermédiaire que les autres. Dont la France manque. Dont la France manque, se développent plus à l'international, ont plus de croissance, bien sûr, du nombre de salariés, de résultats. Et donc, ce vivier des entreprises cotées, il faut qu'il continue à se développer. C'est un plus donc d'être coté en bourse quand on est une entreprise ? C'est sûrement pas par hasard que les plus grandes entreprises mondiales et régionales, ici citons juste Michelin, Carrefour ou Capgemini par exemple dans l'historique, ou plus récemment tous ceux qui sont ici autour de cette table. Seb, Plasticomium et d'autres. Oui. Donc c'est clair que ces entreprises ont été des entreprises leaders, qu'elles créent autour d'elles aussi un environnement de sous-traitance et de partenaires, et qu'elles sont très très importantes pour l'économie, bien sûr. Alors, si on prend quelques témoignages tout de suite autour de cette table. Éric Jacquet, vous avez racheté une entreprise en région parisienne en 2010 qui est tout simplement 5 fois plus grosse que vous, si je puis dire. Est-ce que vous auriez pu la racheter si vous n'aviez pas été coté en bourse ? Clairement non. Cette entreprise 5 fois plus grosse était cotée. Jacquet Metal Services n'aurait pas eu les moyens, il faut dire comment, on a pris le contrôle aussi, d'en prendre le contrôle sans que les 2 sociétés soient cotées. Donc à ce moment-là, c'est par le biais d'une offre publique d'échange qu'on a pu prendre le contrôle de la société, 5 fois plus grosse, comme vous dites, par le chiffre d'affaires en tout cas. Alors, au départ, vous avez commencé, on va dire, de grignoter, de racheter des actions petit à petit, c'est ça ? On est allé jusqu'au seuil légal de 33 1 tiers, qui depuis a changé un peu, je crois. Et à partir de là, effectivement, on a entamé des négociations que la société IMS à l'époque avait jugé inamicales, mais enfin bon, on a fini par trouver un accord. Et puis avec l'aide, je crois qu'on peut le dire comme ça, de l'autorité des marchés financiers, qui a dû pour ça procéder par dérogation, on a effectivement pu prendre le contrôle de cette société en juillet 2010. Alors, on va rappeler votre activité, donc Jacquet Voilà, Metal Services. Les deux groupes ont fusionné et Jacquet Metal Services, qui emploie aujourd'hui à peu près 2200 salariés, est présente dans 22 pays, distribue des produits dans une 60aine dans le monde, avec un chiffre d'affaires l'année dernière de 1,250 milliard d'euros. Le métier du groupe, alors je n'ai pas pu, comme ces messieurs, apporter de produits parce que... Ça a pris tout le plateau, c'est ça ? Voilà, il m'aurait fallu des moyens de manutention puisque nous commercialisons des produits métallurgiques sous forme de tôle ou de produits longs qui pèsent plusieurs tonnes, n'est-ce pas ?
avec une spécialisation à travers une politique de marque, chaque marque étant dans ce qu'on appelle un marché de niche, 1% du marché mondial de la fabrication d'acier, et chaque marque ayant pour but, quand ce n'est pas déjà le cas, par exemple la marque Jacquet est leader mondial dans sa spécialité, les tôles inox épaisses, comme cette table par exemple, c'est la tête en inox. Chaque marque a vocation à devenir un leader. On a déjà Staport qui est leader en Europe, Arbra Service dans les métaux résistants à l'usure, leader en Europe aussi, et IMS Group dans la mécanique. Chaque marque a vocation à être un leader, dans son marché, très spécialisé. Guy Chiflot, Rappi, vous avez bouclé une très belle opération de croissance externe aussi, il n'y a pas très longtemps, en rachetant Argos, dans la région en plus. Oui, dans la région. Quand vous êtes venu en bourse, ça fait un certain nombre d'années, quelle était la taille de Rappi et quelle va être cette taille aujourd'hui? Et si on essaie de voir en nombre d'emplois, combien il y avait d'emplois chez Rappi, combien il y en a aujourd'hui dans le groupe? Nous sommes rentrés en bourse en mars 2000. On avait 11,5 millions d'euros de chiffre d'affaires et on avait à peu près 55 personnes à l'effectif. Et on est rentré d'abord sur le marché libre. 2 ans après, on est passé sur le second marché. Et maintenant, on est coté sur Euronext, Euroliste C. Et effectivement, nous avons fait une trentaine d'acquisitions en 12 ans. Et aujourd'hui, l'effectif est de 1200 personnes dans le monde. Nous allons faire pas loin de 220 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et effectivement, pour nous, et on vient de racheter un groupe qui s'appelle Argos, qui est le spécialiste, le numéro 3 français de l'hygiène professionnelle. Et effectivement, pour nous, l'opération de cotation en bourse nous a amené beaucoup de choses, surtout nous a positionné terriblement auprès de tous nos partenaires. Donc, clairement, chiffre d'affaires multiplié par 20, on va dire pratiquement, 11 millions, 220 millions. 220 millions, tout à fait. Et en nombre de salariés 1255 à peu près, et 1200 personnes aujourd'hui. Thierry Rouquet, donc vous êtes dans la sécurité informatique, Harcoon Network Security. Vous avez fait aussi une acquisition il y a quelques temps en région parisienne. Vous avez touché du doigt le fait que faire des acquisitions, ce n'est pas toujours simple. Il a fallu la digérer, cette acquisition. Ça a été un peu compliqué, mais vous y êtes arrivé. Oui, on est une acquisition dans le domaine des technologies. C'est quelque chose d'assez compliqué. C'est très dépendant. J'imagine que c'est dans tous les domaines pareil, mais dans un domaine où la valeur ajoutée purement intellectuelle, la dépendance par rapport aux personnes est forte. Donc on a, je dirais, fait cette acquisition il y a 2 ans. Et dans un premier temps, ça a été très compliqué. On a été obligé de restructurer très fortement cette activité. C'est une activité logicielle. C'est un produit qui s'appelle Storm Shield et qui permet de protéger les postes de travail que vous avez sur vos bureaux contre toutes ces nouvelles attaques qu'on appelle les attaques ciblées. C'est-à-dire des attaques qui n'existent pas, qui ne sont pas connues par vos systèmes antivirus et qui permettent en fait de venir voler de l'information sur les postes de travail. Donc en France, le ministère des Finances, Areva, tout un tas de sociétés ont été piratées, se sont rendus compte que depuis des années, on leur volait des informations. Cette technologie, elle est unique en Europe et c'est la seule qui permette de faire cette protection. Donc on a mis pratiquement 1 an à retourner le business model, à remobiliser les équipes, à les faire déménager sur Lyon pour ce qui concerne les équipes de R&D, pour retrouver le chemin de la croissance. Aujourd'hui, c'est chose faite. On a aujourd'hui, je dirais, cette acquisition qui a été possible également parce qu'on était coté, s'avère être un vrai succès, parce qu'elle nous amène un élément de différenciation absolument extraordinaire. Et maintenant, on reste à en faire un succès mondial. Alors vous avez apporté un de vos produits là Alors j'ai amené notre produit, donc nous, encore une fois, on est de la sécurité informatique, on fait des produits sur la sécurité du poste de travail, je viens d'en parler, sur la sécurité des échanges d'informations dans l'entreprise, c'est aussi du logiciel, et puis notre principale gamme de produits s'appelle FAS 360 et c'est la sécurité des réseaux informatiques ou des data centers. On parle beaucoup du cloud et il faut le protéger, le cloud, et ça protège le cloud. Donc, c'est des technologies qui sont à la fois logicielles et matérielles et qui permettent de faire du contrôle à très haut débit, à la fois des accès et également d'arrêter les intrusions, les malwares et toutes les mauvaises choses qui pourraient intervenir et mettre à risque vos business.
Voilà, alors on voit une gamme très large de produits. Hein. On en verra d'autres encore tout à l'heure avec d'autres entreprises qui vont témoigner dans la deuxième partie de cette émission. Vous, Jean-Baptiste Bausson, à l'origine, PSB Industrie, quand vous êtes venu en bourse, vous êtes venu pourquoi? Qu'est-ce que vous attendiez de la bourse? L'entreprise est depuis très longtemps en bourse. Donc c'est la famille d'origine, la famille Bekowski, qui fabriquait des pierres synthétiques, d'où le nom PSB, qui est rentrée en bourse à Lyon en 1955. Donc l'historique est ancien. Ce que nous a permis la bourse, c'est qu'elle donne... D'abord, la bourse est pour un dirigeant d'entreprise un partenaire qui oblige à s'ouvrir. C'est-à-dire qu'on doit publier des comptes, les expliquer. Il y a des analystes, il y a des gérants. Donc vous avez des questions extérieures. Le dirigeant n'est pas sous contrôle et en même temps, il doit rendre des comptes. Donc ça, c'est déjà une sécurité pour une entreprise. Ensuite, la bourse lui permet de se développer plus vite, de faire des croissances externes, de recruter une société cotée, un cadre qui va être recruté, il peut aller sur Internet, voir les comptes, se faire une idée d'entreprise, lire les jugements des analystes. Et donc, quand c'est en France, c'est plus facile, mais quand c'est en dehors de France, nous sommes aux États-Unis, au Mexique, au Japon, recruter des cadres, ça peut être compliqué. Donc, c'est vraiment une aide considérable au développement, d'où le fait probablement que les entreprises cotées se développent plus vite. Et puis, c'est un aiguillon parce que tous les jours, il y a un jugement extérieur, ça ne fait pas plaisir tous les jours, qui est porté par le marché et qui dit quelle est la valeur de votre titre. Alors, dans la durée, on dit que la bourse a toujours raison pour finir. Au jour le jour, c'est des fois un peu plus délicat. Mais c'est un aiguillon en même temps, c'est une forme extérieure de pouvoir, de contre-pouvoir sur l'entreprise. Et vous arrive jamais d'enrager quand vous voyez l'évolution de votre cours de bourse, où vous annoncez une nouvelle qui est bonne, mais les analystes attendaient un petit peu mieux, un petit peu plus, et le consensus, comme on dit, et puis du coup, pouf, le cours... Rager, non. En général, d'ailleurs, on sait qu'on ne peut pas faire grand-chose contre l'évolution de son cours de bourse, dans un sens ou dans l'autre. Donc, je pense qu'il ne faut pas voir là un problème. La bourse est souvent excessive, à la hausse comme à la baisse. Bon, c'est aussi son rôle. Moi, je ne vis pas du tout ça comme un problème. Il faut dire que je suis dirigeant d'une entreprise que je contrôle. Donc, je n'ai pas le même souci de ce point de vue-là que certains dirigeants qui sont très faiblement actionnaires, voire pas du tout, et qui ont effectivement pas des comptes à rendre, mais qui doivent faire face, comme le disait M. Besson, à des analystes ou à des gérants qui demandent plus d'explications ou d'éventuels changements de stratégie ou que sais-je. Donc moi, je pense que la bourse, j'aime beaucoup l'aiguillon, encore une fois, dont vous avez parlé, parce que ça, c'est essentiel, à mon avis. Souvent, dans une entreprise dont le capital n'est pas ouvert, on sait bien qu'il y a tel ou tel point qui flanche ou qui mériterait d'être modifié et on laisse un peu traîner les choses. Quand vous êtes sous les projecteurs, c'est différent et ça vous fait avancer. Et puis, il y a une attractivité qui est formidable. Là aussi, vous l'avez dit, mais je pense que ça mérite d'être souligné. Effectivement, une entreprise cotée, ouverte, elle attire des talents et ça, c'est un atout formidable. Et puis, évidemment, avec les autres partenaires, banquiers, fournisseurs ou que sais-je, une société cotée, ouverte, transparente, indéniablement, c'est un plus. J'évoquais tout à l'heure, Guy Chifflot, le désamour, on va dire, des actionnaires individuels par rapport à la bourse, en règle générale. Est-ce que vous le touchez du doigt, vous aussi, au niveau de votre valeur, ou au contraire, le fait d'avoir procédé à plusieurs acquisitions, y compris dans cette région, ça vous permet de capter peut-être un actionnariat on va dire, de proximité aussi? Orapi a à peu près 900 actionnaires. Et effectivement, on ne les connaît pas tous parce qu'on ne fait pas l'état de nos actionnaires tout le temps. Mais depuis quelque temps, c'est vrai que certains sont partis. Aujourd'hui, la valeur d'Orapi est à peu près la valeur de ses capitaux propres. Et effectivement, ça pose un problème dans le développement de l'entreprise. C'est vrai que, comme disaient ces messieurs, ça nous a apporté une notoriété énorme que jamais on n'aurait eu si on n'avait pas été coté en bourse. Ça nous a permis aussi de réfléchir à un moment donné et de mettre en place une stratégie qui est une stratégie de développement longue et qui nous a permis de changer notre état d'esprit. Ça a tiré des tas de choses sur nous, ça nous a donné des partenaires financiers, des partenaires banquiers, nos fournisseurs nous ont considérés différemment, et je crois que c'est très positif pour nous, la bourse. Thierry Roquet, est-ce que vous sentez un intérêt particulier des actionnaires de cette région, de cette ville, par rapport à votre société, parce que vous êtes lyonnais aussi?
Je pense que le fait d'être coté, effectivement, moi je suis d'accord avec ces messieurs qui ont beaucoup plus d'expérience et des sociétés plus grosses, que ça effectivement donne une notoriété vis-à-vis des tiers, vis-à-vis des grands clients. On travaille beaucoup avec les grandes entreprises du CAC 40 et le fait d'être coté, c'est un gage de rigueur, de transparence. Concernant l'intérêt des actionnaires, je dirais, plus locaux, il est réel, mais je dirais que cet investissement de proximité aujourd'hui, il doit se faire plus sur les fondamentaux de l'entreprise, sur le contexte de marché. Nous, on est dans un domaine où il faut investir beaucoup, où on a finalement un contexte qui est très favorable parce que la guerre informatique, ça devient une vraie réalité. Donc plus s'intéresser aux fondamentaux de l'entreprise que de s'intéresser à la conjoncture boursière purement. Et pas jouer à la bourse comme au casino, mais jouer vraiment sur des entreprises qu'on va suivre dans la durée. On voit une tendance vers cela, mais à mon avis, elle n'est pas encore suffisante. On va prendre un témoignage dans le public. Là, Daniel Blin, Avenir Finance, vous, lorsque vous êtes venu en bourse, quelle était votre motivation première? Et rappelez-nous un peu ce que fait l'activité d'Avenir Finance. Il y a 12 ans, et dans la finance, si on n'est pas une banque, par définition, on n'est pas crédible. Donc nous, on est venu chercher de la notoriété, de la crédibilité. Ça nous a servi 2 fois. La première, ça a été pour acheter une société qui avait le statut d'entreprise d'investissement. Donc là, pour avoir l'accord de l'autorité des marchés financiers, ça nous a beaucoup servi d'être coté. Et ça nous a beaucoup servi depuis 5 ans, puisque dans la finance, ça ne surprendra personne de dire que la crise, ce n'est pas facile. Et depuis 2007, le fait d'être coté doit être pour beaucoup au fait qu'on soit devenu partenaire et qu'on ait comme actionnaire BNP, Caisse d'épargne comme partenaire ou AGEAS. Sans la bourse, jamais des boîtes de cette taille-là ne viendront travailler qu'une PME. C'est juste pas possible. Donc moi, je suis plus qu'un fervent partisan de la bourse pour toutes les PME qui peuvent y accéder. Bien sûr, quand il y a la crise, c'est dur pour les actionnaires. Moi, je les comprends. Ils ont des raisons d'être déçus aujourd'hui. Mais qu'ils ne voient pas les cours de bourse comme la valeur des entreprises, mais comme effectivement le fait qu'il y a la crise dans les cours. Et pour les entrepreneurs, s'ils utilisent cet outil, c'est le plus beau qu'on puisse proposer à un entrepreneur. On va passer la parole juste devant vous à Frédéric Roger, directeur administratif et financier de GL Events. Vous êtes arrivé en bourse, l'entreprise d'Olivier Ginon, donc en 98, à un moment de la Coupe du Monde de football en France. Et puis aujourd'hui, rappelez-nous la taille que vous avez. Donc aujourd'hui, GL Events, c'est un groupe qui fait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors c'est vrai qu'en 1998, quand GL Events s'est introduit en bourse, la première idée, je pense, c'était de trouver des financements. Après 2 augmentations de capital successives et un appel au marché en 2005 et en 2007, le groupe a réussi en fait à lever à peu près 130 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui a permis de supporter la croissance organique, mais aussi les nombreuses croissances externes, puisque beaucoup de salons ou de sociétés ont été rachetés à l'étranger. Donc ça, c'est le premier point, c'est l'accès à un financement qu'on n'aurait pas eu par ailleurs. Le deuxième aspect, c'est peut-être la notoriété qu'on a aujourd'hui quand on est sur des marchés internationaux où il faut répondre à des appels d'offres comme les Jeux Olympiques de Londres, par exemple, où nous sommes actuellement sur un volant d'activité d'à peu près 40 millions d'euros. Eh ben, c'est une certaine notoriété, une certaine crédibilité vis-à-vis de ces partenaires qui cherchent en fait des fournisseurs avec une taille critique et qui aient les reins solides financièrement. Alors, on va entendre une analyste financière, Valérie Dieppe, VD Equity. Vous êtes spécialisée dans tout ce qui est valeur moyenne. Est-ce qu'on analyse, est-ce qu'on surveille de la même façon une valeur moyenne qu'une valeur du CAC 40, par exemple? Alors, je dirais qu'analyser une valeur moyenne, c'est très différent. D'abord parce qu'elles sont, comme disait M. Jacquet, sur des micro-marchés, très souvent. Donc, analyser le marché, c'est plus compliqué que sur une large cap, où on a beaucoup d'informations. Il faut vraiment rentrer dans le détail de la société, rencontrer les dirigeants, visiter les sites. Donc, c'est plus compliqué. Et puis, l'actualisation est plus compliquée également, puisque effectivement, on a des business avec des équipes qui sont généralement moins structurées que dans les grandes entreprises, où ça demande beaucoup de temps de récolter de l'information, où l'analyste est quand même assez exigeant en termes d'information. Et donc, je dirais que ça peut être compliqué pour tout le monde. Le fait est que les dirigeants jouent généralement très bien le jeu. On a beaucoup d'informations. Si effectivement ils souhaitent être suivis par les analystes, ils rentrent vraiment dans le jeu de l'analyste, ils donnent de l'information, ils sont assez réactifs et assez présents.
On va passer la parole à votre voisin, Xavier Affren, KBL Richelieu Gestion. Est-ce qu'en termes de performance, c'est la question qu'on se pose souvent, hein, les valeurs moyennes performent aussi bien que les valeurs du CAC 40? Vous avez la chance que je fais tous les mois un comparatif de mon fonds par rapport au CAC 40. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Tout à fait. Et depuis fin 92, où j'ai en main ce fonds orienté uniquement sur les PME françaises cotées, donc jusqu'au milliard d'euros de capitalisation, le taux de rendement interne donc, par an est de l'ordre de 9%, alors que le CAC 40 dividende réinvesti n'est de l'ordre que de 4,5%. Donc ça montre que accompagner les PME, on peut réaliser de la plus-value à long terme et avoir un retour sur ses investissements. Alors, la grande question qui se pose toujours hein, par rapport aux entreprises cotées en bourse, et notamment pour les valeurs moyennes, c'est de savoir s'il y a une vraie liquidité. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Jean-Baptiste Bosson? Il n'y a pas la même liquidité sur ces valeurs que sur les valeurs du CAC 40, évidemment. Ça dépend aussi de la liquidité du pourcentage que l'entreprise a mis sur le marché. Si on ne met que 5% de son capital sur le marché, il y a peu de liquidité. Si on met 40%, la liquidité augmente. Donc il y a un lien là avec la liquidité. Puis il y a le rôle des gérants et des actionnaires. Il y a par exemple une association de gérants importante à Lyon. Je disais, c'est un écosystème. Et ces gens-là connaissent les entreprises régionales. C'est la différence avec celle du CAC 40. Ils connaissent les dirigeants en général. Donc ils sont des intervenants importants sur les valeurs moyennes. Votre niveau aujourd'hui, il y a une liquidité importante On ne se plaint depuis pas qu'il y a eu cette belle opération avec IMS? La réponse est oui. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'au moment de l'opération, la fusion, qui pouvait paraître à juste titre risquée aux yeux de certains analystes, on avait à peu près 30 000 titres échangés par jour et cette liquidité a doublé en 2 ans, ayant peut-être pas démontré, mais en tout cas prouvé que cette fusion avançait positivement. Il y a pas mal de mouvements sur le titre qui revient par ce biais-là. Je voudrais ajouter, si vous permettez, un petit commentaire sur la notoriété et puis la région et ces choses-là. Moi, je pense qu'effectivement, une entreprise cotée au niveau régional est plus connue que quand elle ne l'est pas. Il n'est pas certain, en revanche, que ça amène grand-chose à la liquidité du titre. Par contre, et ça c'est dû à une chose, à mon humble avis, c'est que les Français sont assez méfiants de ce qui se passe avec la bourse. C'est toujours un peu mystérieux, il y a un effet casino. Bon, voilà. On a un peu peur d'y mettre son argent. Et il y a ce paradoxe qui fait qu'en même temps, vous avez des particuliers qui apprécient telle ou telle entreprise de la région, connaissent sa notoriété, voient son parcours, mais hésitent à en acheter des actions. Finalement, il y aurait peut-être, et alors après, je n'ai pas de compétences, mais moi je veux bien qu'on ouvre le débat là-dessus, un moyen de remédier à ça qui serait de proposer à des particuliers, on parle de montants modestes, 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 euros, de pouvoir acheter des obligations d'entreprises régionales sans pour autant qu'une émission importante soit lancée, une espèce de marché permanent. Et là, on pourrait bénéficier de la notoriété, effectivement, et puis en même temps répondre, paraît-il, aux problèmes de financement que rencontrent certaines entreprises aujourd'hui. Oui, parce que quand on interroge les particuliers, effectivement, hein, le baromètre TNS, Sofres, Banque Postale, Les Échos, 91% des personnes disent que les actions, c'est quelque chose de risqué, ce qui peut se concevoir. Et un particulier sur 10, seulement 10% estiment que c'est le bon moment d'investir. Vous le rencontrez, vous le touchez du doigt tous les jours, cette difficulté de convaincre de nouveaux actionnaires de vous rejoindre, actionnaires individuels? C'est-à-dire qu'on fait notre travail de chef d'entreprise. Donc on conduit d'une part l'entreprise, d'autre part on essaye de la vendre à l'extérieur, de vendre de l'action. Donc on essaye de communiquer le mieux possible, le plus possible. Et parfois on arrive à convaincre des investisseurs de venir chez nous. Et bien entendu, l'obstacle qu'un particulier a, il faut qu'il aille vers sa banque et qu'il demande à acheter des actions, par exemple de Rappi. C'est vrai que bien souvent, il est détourné par les banquiers qui le poussent sur les entreprises de CAC 40 en disant que c'est plus liquide. En ce qui concerne Orapi, qui a 38% de son capital coté, nous avons à peu près 28% qui roulent normalement. Chaque fois qu'un investisseur nous a contactés, a voulu sortir, on a toujours fait en sorte de trouver une solution. Et ça s'est bien passé. On n'a pas eu de problématiques importantes. C'est vrai, je confirme qu'on est quand même moins liquide qu'une entreprise de plus grande taille.
Justement, juste avant de faire une pause, peut-être interroger, retourner dans le public. Daniel Blin, on raisonne souvent, quand on parle de bourse, entreprises du CAC 40, les PDG du CAC 40, les salaires des PDG du CAC 40. Est-ce que vous avez le sentiment d'évoluer dans le même monde ou dans quelque chose de complètement différent? Non, je ne pense pas que la taxe de 75% va en toucher beaucoup ici. Donc non, on n'est pas dans le même monde. Je crois que le monde du CAC 40, c'est un monde qui a plein d'avantages. Je crois que ce qui a été dit était intéressant. Accompagner les PME, ça a un vrai intérêt pour le patrimoine des particuliers. Il y a un peu plus de risques, mais la contrepartie, c'est que ça rapporte plus. Sur la durée, c'est une évidence. Et puis ça a aussi un enjeu en ce moment important. J'allais presque dire civique, c'est des grands mots. Mais faire investir les gens dans les PME par les temps qui courent, je crois que ça a du sens. Et je pense que c'est quelque chose, effectivement, qui sert à tout le monde. Et moi, je trouve ça génial et je pense qu'il faut l'encourager. Très bien. Frédéric Roger, juste un mot de conclusion pour cette première partie. En fonction de l'évolution de la taille du groupe GL Events, est-ce que vous avez vu évoluer le profil de vos actionnaires? Le profil des actionnaires, on peut dire, a un petit peu évolué après 2007, en fait, après la première crise financière. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait beaucoup de roadshow à l'international. On allait jusqu'aux États-Unis, on était connus. Et on a vu en fait un retrait des investisseurs après 2007 et après cette crise, qui sont venus en fait peut-être sur des valeurs un peu plus liquides. On vient d'en parler. Et c'est vrai que le titre GL Events en fait est un titre avec un flottant de 37% qui n'est pas forcément très liquide, et ça peut faire peur à des investisseurs qui investiraient sur des gros blocs et qui, le jour où ils veulent sortir, auraient du mal à écouler leur titre. Alors c'est vrai que depuis 2007, on a vu pas mal d'investisseurs en Angleterre, en Allemagne, se retirer de ce marché des mid-cap et des small-cap. Et on en a souffert, comme d'autres entreprises, j'imagine, autour de cette table. Très bien, merci. Fin de cette première partie d'émission en partenariat avec Lyon Pôle Bourse. On se retrouve dans quelques secondes avec d'autres témoignages, d'autres chefs d'entreprise autour de cette table. À tout de suite. Merci.